Cédar Soares est un jeune garçon néerlandais de 13 ans lorsqu'en 2003 il va se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. C'est là en quelques secondes que la vie de toute sa famille va basculer. Aujourd'hui encore, une enquête a lieu pour savoir qui est cette horrible personne qui s'en est pris à ce jeune garçon. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Cédar Soares, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une voix qui est peut-être pas comme d'habitude parce qu'en fait je suis tombée malade en pleine canicule. Oui, ça arrive, mais bon, j'ai pas de chance, on va se le dire. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo sera quand même facile à écouter. Je vais en tout cas faire un maximum pour que ma voix ne paraisse pas trop bizarre. Mais voilà, mais sinon je suis contente de vous présenter cette vidéo aujourd'hui parce qu'on va parler du premier cas dans l'histoire du true crime où le deepfake a été utilisé. Donc le deepfake, c'est mettre le visage de quelqu'un d'autre sur le corps de quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment superposer deux images. Donc c'est comme si là je vous parlais et qu'il y aurait la tête, je sais pas moi, on va dire Squeezie, donc on mettrait la tête de Squeezie sur moi et je pourrais lui faire n'importe quoi. En gros c'est ça le principe un petit peu du deepfake. Donc voilà, cette histoire me paraît quand même importante dans l'histoire du true crime. Et puis juste avant de commencer la vidéo, comme d'habitude je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et puis aussi depuis peu j'ai mis un petit bouton thanks en dessous de mes vidéos et en fait vous pouvez faire des dons à la chaîne de 2, 5 euros, enfin voilà, comme vous voulez. Je vous le dis, je vous oblige absolument pas, je vous le dis juste, voilà, si vous avez envie de soutenir la chaîne à votre échelle. Bon, maintenant lançons-nous dans la vidéo. Nous sommes en 2003, Cédar Soares est un jeune garçon capverdien néerlandais de 13 ans vivant avec sa famille à Rotterdam aux Pays-Bas. Cédar est un jeune adolescent qui est très vif, très joyeux, il adore jouer au football et il aime énormément écouter de la musique. Cédar avait aussi à l'époque un meilleur ami qui s'appelle Diego et avec qui il ne s'était jamais disputé. D'ailleurs, Diego disait de lui que c'était vraiment un garçon exemplaire autant dans la vie de tous les jours que sur le terrain lorsqu'il jouait au football. Le 1er février 2003, Cédar était dans le parking de la station de métro Slinge de Rotterdam. Il joue en fait dans la neige avec d'autres enfants de son âge et à un moment, tous les enfants vont décider de s'amuser à jeter des boules de neige sur les piétons et même sur les voitures passant sous le parking. Donc en fait, pour que vous puissiez visualiser, c'est vraiment un parking en hauteur et en dessous, il y a toutes les voitures qui passent. Mais voilà, pendant que les enfants sont tous en train de jouer, eh bien, ils vont entendre 4 coups de fusil. Les coups étaient dirigés vers eux et semblaient venir de la rue qui passait sous le parking, mais les enfants n'en ont pas vraiment vu plus. Ils ont eu très peur et se sont mis à terre pour certains et d'autres ont même fui. Mais voilà, Cédar n'a pas eu le même réflexe que les autres enfants, ou en tout cas, peut-être qu'il n'a pas eu les réflexes assez rapidement, mais il a reçu une balle dans le front. Une fois que Cédar a été touché, la personne a arrêté de tirer et a semblé repartir à bord de son véhicule. Évidemment, à ce moment-là, la police a été appelée parce que les coups de fusil avaient alerté beaucoup de monde. À ce moment-là, ils sont arrivés sur les lieux. Cédar était couché par terre, une balle dans le front, mais il était encore en vie et a été amené à l'hôpital. Mais malheureusement, c'est le lendemain, soit le 2 février 2003, qu'il succombera à ses blessures. Les enfants seront alors interrogés et selon eux, comme ils s'amusaient à jeter des boules de neige sur des voitures, tous se sont dit que peut-être une personne qui aurait reçu une boule de neige se serait énervée, que peut-être cette personne avait justement un fusil dans sa voiture qui serait sorti et aurait tiré vers les enfants, une personne folle qui se serait énervée d'avoir reçu une boule de neige. Évidemment, une enquête pour meurtre a été lancée par la police de Rotterdam, mais vous allez voir que d'un coup, tout va devenir flou. Alors, dans un premier temps, les policiers vont évidemment imaginer cette hypothèse de cet homme qui s'est énervé après avoir reçu une boule de neige sur sa voiture. D'ailleurs, cette hypothèse sera celle qui sera vraiment retenue par les enquêteurs en tout début de l'enquête. Malgré tout, il y a quand même quelque chose de bizarre, c'est qu'il n'y a aucun témoin. Personne ne vient parler
la police, c'est comme si personne n'avait rien vu, vraiment presque rien entendu même. Et ça, c'est quand même étrange parce que s'il y avait vraiment juste eu un fou comme ça qui aurait tiré sur les enfants, pourquoi il y a personne qui parle? Et puis d'un autre côté, il y a les enfants qui, eux, n'avaient rien vu du tout, donc ils ont même pas pu aider les policiers à dire que c'était un homme, une femme. Bon, on pense quand même que c'était un homme, mais ils n'ont pas non plus pu expliquer aux policiers à quoi la personne ressemblait, à quoi ressemblait sa voiture, ils savaient rien du tout non plus. Donc voilà, l'enquête a continué et à cause de cette atmosphère un peu étrange, du fait que personne ne parle, les policiers ont commencé à envisager une autre piste. D'abord, ils se sont dit que peut-être Cédar aurait reçu une balle perdue lors d'une guerre de gang. Les enquêteurs se sont aussi demandé si Cédar n'avait pas été témoin d'activités criminelles sur le parking et que le tueur l'aurait éliminé en tant que témoin. D'ailleurs, cette dernière théorie est assez probable parce que les résidents qui habitaient justement à proximité de ce parking ont expliqué à la police que très souvent, il y avait des activités illégales qui se passaient à cet endroit-là. Donc si Cédar aurait vu quelque chose, ça peut expliquer pourquoi il aurait été le seul à être tué, parce que tout simplement le tueur l'aurait visé lui, et ça explique aussi pourquoi, une fois qu'il aurait touché Cédar, il serait reparti. Mais bon, le parking a quand même des voisins, il est entouré d'immeubles, et les résidents savent qu'il y a des choses étranges sur place. Mais alors pourquoi ces gens-là n'ont pas été voir les policiers, ne serait-ce que pour leur décrire les gens qu'ils voyaient souvent traîner à cet endroit? Quelques mois après le début de l'enquête pour meurtre, une rumeur va commencer à émerger et arriver à l'oreille des enquêteurs. Il paraîtrait que plusieurs personnes qui habiteraient dans le coin auraient une vague idée et parfois même une très bonne idée de qui pourrait être le tueur, mais qui ne dirait rien, qui n'irait pas voir la police parce que justement, en sachant qui est ce tueur, ils savaient très bien que c'était un homme très dangereux et donc ces gens-là gardaient le silence de peur d'avoir des représailles. Alors les policiers vont essayer de rechercher dans leur base de données des profils d'hommes violents ayant déjà été arrêtés dans cette zone. Et là, le profil d'un homme très violent va les interpeller. De plus, ils vont se rendre compte que certains témoins restés totalement anonymes leur avaient déjà parlé de cet homme en disant que peut-être il pourrait être l'assassin. Ce suspect est un homme antillais qui s'appelle Gérald H, on n'a pas tout son nom de famille, et il a 28 ans. Surtout, on sait qu'à l'époque, il était connu sous le nom de Djapatin. Une fois qu'ils avaient quand même plusieurs éléments qui leur faisaient penser que ce Djapatin pouvait être peut-être l'assassin, ils ont essayé de le coincer, ils ont essayé d'avoir plusieurs preuves, plusieurs indices permettant justement de l'arrêter. En fait, ils avaient rien concrètement contre lui, à part tout ce que les témoins restés anonymes disaient, mais plus l'enquête avançait à l'encontre de Djapatin, plus les témoins retiraient ce qu'ils avaient dit. Ils disaient non, en fait finalement on s'est trompé, c'est peut-être pas lui. Et on pense qu'en fait ces témoins avaient été soit corrompus, soit on leur avait fait très peur pour qu'ils retirent leur déposition. Par exemple, l'un des témoins a été soupçonné d'avoir totalement menti dans sa déposition. Une autre femme a dit avoir vu l'accident, puis elle s'est totalement rétractée en disant qu'elle n'était même pas à cet endroit-là au moment de l'accident. Et puis un autre homme a lui aussi complètement changé sa version en disant que l'homme qu'il avait vu n'était pas du tout Djapatin et finalement il a donné un autre nom. Mais tout de même, un procès s'ouvrira le 31 janvier 2005 au tribunal de Rotterdam. C'est là que Gérald H, alias Djapatin, a été condamné à 15 ans de prison pour homicide involontaire. Alors même s'il n'y avait pas eu d'autres témoins, on avait quand même réussi à l'accuser et ça avait permis de le condamner même si on n'était pas vraiment sûr du scénario. Par contre, on était sûr de la culpabilité de Djapatin dans l'histoire, ce qui paraissait quand même assez évident. Mais bon, Djapatin va faire appel au jugement et là, tous les témoins vont enlever leur témoignage, donc sans doute qu'il a dû faire pression sur eux, et donc comme il n'y avait plus de témoignages contre lui, il n'y avait plus moyen de le condamner, il a gagné son appel et il a été acquitté. Et c'est dingue parce qu'il y a 2 témoins qui avaient dit clairement à la police qu'ils avaient vu Djapatin en train de sortir son arme et la pointer contre les enfants, mais ces 2 témoins diront qu'en fait ils retirent tout, qu'ils ont inventé, que voilà, c'était juste pour le coincer, mais que maintenant ils s'en veulent, enfin voilà, ils ont complètement retiré leur témoignage. Après ça, le ministère public a quand même tenté de refaire appel, mais ce sera refusé
par la cour d'appel et du coup, Gérald H, alias Diapatin, sera totalement acquitté définitivement. Et c'est vraiment rageant parce qu'en fait, pour les enquêteurs, c'est sûr et certain que c'est lui le coupable. Au fur et à mesure de l'enquête, beaucoup de témoins avaient finalement essayé de parler, mais voilà, tous avaient eu peur. Donc voilà, suite à tout ça, l'affaire n'a pas vraiment progressé pendant de longues années. Mais malgré tout, tout le monde à Rotterdam se rappelait de cette affaire atroce, mais malheureusement, si personne ne décidait officiellement de parler aux policiers, eh bien, il n'y a rien qui pouvait avancer. En 2020, ça faisait 17 ans que le meurtre avait eu lieu, et à ce moment-là, plusieurs articles ont commencé à ressurgir. D'ailleurs, à ce moment-là, il y avait déjà une rumeur qui disait que le dossier pourrait être réouvert prochainement. À cette époque, une policière de Rotterdam s'était même exprimée à des journalistes en disant « Il se peut que les gens n'osaient pas ou ne voulaient pas parler à l'époque. Peut-être qu'ils le feront maintenant et nous pourrons encore résoudre cette affaire. Nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui en savent plus sur le meurtre de Cédar. » Elle va aussi expliquer que beaucoup d'enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire à l'époque, en 2003, voudraient vraiment réussir à la résoudre avant de prendre leur retraite. Donc là, les policiers avaient cette problématique, il faut que quelqu'un parle, et donc ils se sont demandé comment faire pour toucher assez les gens, toucher assez les témoins pour qu'ils puissent parler des années après. Eh bien, les policiers ont tenté quelque chose d'inédit dans l'univers judiciaire, c'est le deepfake. Dans ce cas, il était en fait question de créer une vidéo où Cédar aurait pu demander lui-même aux témoins de bien vouloir aller voir la police. Le deepfake, c'est donc le nom qu'on donne à cette méthode qui superpose en fait deux vidéos pour donner lieu à une sorte de trompe-l'œil. Ici, la police a sorti le 22 mai 2022 la vidéo de Cédar sur une chaîne néerlandaise. On peut y voir Cédar en tenue de sport marcher sur un terrain de football tout en tenant une balle. On a donc fait faire l'action à quelqu'un d'autre et on a superposé le visage de Cédar sur cette personne. Il marche donc sur ce terrain et il est entouré de ses anciens professeurs, de ses amis et de ses proches. Et puis à un moment donné dans la vidéo, il va lâcher sa balle de foot et regarder droit dans la caméra en disant « Vous en savez plus, alors parlez maintenant ». Après ça, sa silhouette va s'effacer petit à petit jusqu'à disparaître complètement. Cette idée que les enquêteurs ont eue a évidemment tout de suite intéressé la famille de Cédar. Et en plus, ça a vraiment permis de relancer l'enquête. Et puis, une récompense de 4 000 € a été promise à la personne qui arriverait grâce à son témoignage à comprendre pourquoi Cédar est décédé et qui l'a tué. Il faut aussi savoir que seulement un mois après la parution de la vidéo, la police a déjà reçu des dizaines de témoignages. Alors, ils n'ont pas encore été vérifiés, mais par contre, c'est déjà très bien d'en avoir reçu autant. En fait, les policiers ont expliqué que maintenant, 20 ans presque après le meurtre, eh bien, ils cherchent plus seulement des témoins, ils cherchent aussi des complices, peut-être des personnes qui voudraient se confier, parce que ça fait quand même longtemps, peut-être des gens qui seraient maintenant très âgés et qui voudraient, se confier sur leur lit de mort. Voilà, ils cherchent plus seulement des témoins, ils se disent que peut-être, eh bien, les complices ou même le meurtrier lui-même voudrait venir se rendre. Dans tous les cas, on espère vraiment que quelqu'un va finir par craquer et va enfin venir révéler toute la vérité. La famille de Cédar attend maintenant depuis trop longtemps et ils ont besoin de connaître la vérité. La sœur de Cédar s'était d'ailleurs exprimée récemment en disant « Il est indigeste pour nous que personne n'ait été reconnu coupable du meurtre de mon frère et soit derrière une serrure et une clé. Nous espérons surtout qu'après toutes ces années, des personnes ouvriront leur bouche et diront ce qui s'est passé et qui a tiré sur Cédar. » Voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire, cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Dans tous les cas, s'il y a du nouveau, je vous en ferai part, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, j'étais quand même contente de pouvoir vous parler de cette histoire qui est importante. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!